Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe et Dante. Donc là, le thème que je vais prendre aujourd'hui, c'est un peu plus développé sur les coopératives, les industriels, enfin les gens qui nous achètent nos produits, et puis l'historique, comment l'historique des syndicats. Parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas l'historique. Donc l'historique, je ne vais pas prendre avant 45, je vais prendre après 1945. Si vous voulez des infos avant 1945, je vous en donnerai. Mais le gros de ce qu'on hérite est né après 1945. Donc il y a eu le syndicat après-guerre qui a été créé, la CGA. La CGA, ça regroupait, il y avait le Conseil national de la résistance, tout le monde était un peu regroupé là-dedans, il y avait des communistes, un peu de tout. La CGA, c'est l'origine de la FNSEA, c'est la CGA. Et puis après, il y a eu des scissions en la branche plus communiste, plus à gauche. En 1959, ils ont créé le MODEF. Et puis il y a eu après les paysans travailleurs dans les années 72-73, qui s'appelle aujourd'hui la Confédération paysanne. Et il y a la coordination rurale aujourd'hui qui est née en 92, qui était issue de la Fédération française de l'agriculture, qui était née dans les années 80-85, qui s'appelait la FFA. Donc il y a 4 syndicats. Alors, ce qu'il faut préciser, pour bien comprendre le système, c'est que la FNSEA, la CGA qui est devenue la FNSEA après, au moment de la guerre, il faut vous rappeler qu'il y avait des tickets de rationnement jusqu'en 1949. Donc il y avait 8 millions de paysans qui n'étaient pas capables de nourrir les habitants de l'époque. En gros 45 millions de Français. Et aujourd'hui, on est 67 millions de Français. Et avec un peu plus de 400 000 agriculteurs, il y a un peu plus de 300 000 exploitations agricoles, autour de 320 000, et il y a 430, 440 000 chefs d'exploitation à peu près. On est capable de nourrir tout le monde, on est capable d'exporter. Donc ça veut dire qu'on nous a demandé de produire. Donc après la guerre, les gouvernements de l'époque se sont mis en cogestion avec le syndicat FNSEA. Et où ça s'est joué, c'est que la gestion des terres, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion des terres, elle a été remise en main au syndicat FNSEA. C'est-à-dire que pour avoir l'autorisation d'exploiter, il faut passer par la FNSEA, parce que c'est des structures par département, des commissions qui distribuent les terres. Donc comme pour conduire, vous faut votre permis de conduire, vous allez à la préfecture vous valide votre permis de conduire, vous avez un document. Et bien là, pour exploiter des terres, c'est de là que vous allez comprendre l'emprise du syndicat. Pour exploiter des terres, il faut une autorisation d'exploiter. Et l'autorisation d'exploiter, c'est monsieur le préfet qui la donne. Mais le préfet, lui, c'est vrai qu'il n'a pas que ça à gérer. Lui, il se replie sur les organisations professionnelles, le syndicat. Et comme eux, aussitôt, il avait géré la partie structure, ils ont fait des commissions par département, dans lesquelles ils ont toujours tout de suite été placés dès le départ majoritaires. Et après, les élections chambre d'agriculture qui ont lieu tous les 2 ans, et au lieu d'avoir lieu à la proportionnelle intégrale, elles sont restées sous la pression du syndicat au résultat majoritaire. C'est-à-dire que le premier qui arrive en tête, il a 50% des sièges, plus 1, et après, sur le reste des votes, il a encore une partie des voix. Donc c'est un scrutin qui favorise celui qui arrive en tête. Donc je vais vous prendre un exemple. Il y a 55% à peu près des gens qui votent plus. Donc il n'y a que 45% de votants. Donc eux, ils font 50-55% suivant les années, de 45% de votants. Donc ils représentent en gros 25-26%, 26% pour être précis, du monde agricole. Sauf que le syndicat qui arrive en tête, dans un département, par exemple, ils font 42%, et bien avec 42%, si mettons la Confédération paysanne a fait 27 ou 28, et bien avec 27 ou 28 et la CR 27 ou 28, ils auront 1 ou 2 sièges chacun, 2 sièges chacun, et les autres avec 42 ou 43%, ils auront tout le reste des sièges. Donc s'il y a 19 sièges, ben ils en auront 16 ou... voilà. Donc à partir de là, l'emprise sur la répartition des terres, elle se fait là déjà. Donc, les gens qui adhèrent par pure conviction syndicale, moi je vous le dis tout de suite, moins de 5%. Les gens qui adhèrent pour avoir des terres, pour être défendus par le petit copain
ou être défendu s'il y a un contrôle administratif, parce que comme ils sont en relation avec les DDT, ben là il y a 100%. Là il n'y a pas de feignant, tout le monde va payer la cotisation pour avoir des terres. Ça, il faut déjà bien avoir compris ça. Alors après, ce qui s'est créé après-guerre, c'est tous les organismes. La mutualité sociale agricole, qui est le système de nos retraites. Donc j'avais fait un article là-dessus, je vous précise que le problème, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est pas l'agribashing ni le glyphosate, c'est bien le revenu agricole. Parce qu'il faut 15 milliards d'euros pour financer nos retraites agricoles. Il y en a 7 qui viennent du régime général, c'est-à-dire de vous, messieurs les citoyens salariés du monde des fonctionnaires ou privés. 7 qui viennent du régime général, 5 des impôts et seulement 3 versés par les agriculteurs. C'est dire dans la situation qu'on est, au niveau de la MSA. Donc ensuite, c'est créé la SAFER. La SAFER, c'est un organisme qui gère la reprise des terres, qui peut acheter les terres, qui a le droit de préemption lorsque des fermes se vendent. Donc ça, c'est des organismes qui ont été créés et les adhérents de la FNSEA sont à l'origine et sont rentrés dans ces structures-là. Donc à la MSA, ils sont rentrés à la MSA, à la SAFER, au Crédit Agricole, au Crédit Mutuel, enfin tout ce qui existe d'organismes agricoles qui sont à l'origine, ils se sont montés comme ça petit à petit et tous les conseils d'administration sont remplis de ces gens-là. Donc, les coopératives, ne pas oublier les coopératives, même si l'origine des coopératives c'est beaucoup plus vieux, c'est 1855, les lois Rochdale, c'est né en Angleterre. Et les coopératives se sont beaucoup développées en France après 1945. Donc les coopératives, une autre particularité, les présidents des coopératives sont les présidents de syndicats. Donc là, cherchez l'erreur. On demande à vendre nos produits pour être rémunérés, faire vivre notre famille. Le lait, la viande, les céréales, le lapin, la volaille, peu importe. Le président de syndicat est en même temps président de la coopérative, ou administrateur de la coopérative, ou secrétaire général, le bureau. Il y a du monde de rentrer partout dans les bureaux. Alors vous allez m'expliquer comment Yves Verrier ou Philippe Martinez, ils peuvent être secrétaire général d'une confédération syndicale et en même temps vice-président de Renault ou Michelin. C'est pas possible. On ne peut pas être jugé parti. Il y a conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts. Et c'est comme ça dans toutes les branches. C'est comme ça pour les coopératives laitières, c'est comme ça pour l'interprofession viande, c'est comme ça pour le lapin, c'est dans toutes les professions. Alors les casquettes, c'est des 3, 4, 7, 8, 10, 12 casquettes. Je peux vous prendre un exemple concret. La viande bovine, vous pouvez vérifier tout ce que je dis sur Internet, vous tapez sur Internet. Vous prenez Dominique Langlois. Dominique Langlois, c'est un monsieur, il est à la retraite maintenant, mais c'est un monsieur qui était directeur général de l'abattoir, la SVA à Vitré. Abattoir SVA à Vitré qui appartient au groupe Intermarché. L'abattoir appartient au groupe Intermarché. Donc ce monsieur était directeur général de l'abattoir SVA à Vitré. Il était en même temps président de l'interprofession viande. Donc l'interprofession branche de la FNSEA. Ça s'appelle la FNB, Fédération Nationale Bovine. L'interprofession viande. Donc pouvez-vous me dire dans ces conditions comment il peut y avoir neutralité, transparence et équité dans la répartition de la valeur ajoutée. Puisque ce monsieur qui représentait la profession viande, les producteurs de viande français, il était président de l'interprofession, donc il avait cette casquette-là peut-être jusqu'à midi. L'après-midi, il avait la casquette de l'abattoir et puis le soir, celle de la distribution. Non, c'est pas sérieux. On ne peut pas fonctionner quand il y a conflit d'intérêts comme ça. Et c'est comme ça dans toutes les branches. On peut prendre le lapin, on peut prendre la volaille, on peut prendre tout ce qu'on veut, toutes les branches. Vous allez taper sur Internet, vous tapez le nom d'un président et vous allez voir, par exemple le président de Sodial, c'est Monsieur Lacombe, c'est le fils de Raymond Lacombe, ancien président de la FNSEA, président de Sodial, responsable FNSEA, et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Je ne vais même pas vous dire tous les mandats qu'il a, hein, j'en oublierai. Donc c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être jugé parti. Parce que le transformateur qui achète les produits agricoles, il a intérêt à acheter les produits le moins cher possible. Il a deux leviers. Faire pression sur le producteur pour ne pas acheter cher
Et le deuxième levier, c'est de vendre le plus cher possible à la transformation, à la distribution, pardon. La distribution, elle a deux leviers, elle fait pression sur le transformateur pour acheter le moins cher possible, et ensuite elle passe les hausses au consommateur. Parce que le consommateur, lui, au bout du compte, c'est lui qui paye. Hein? Et l'agriculteur, lui, il a combien de leviers? Il ne fait pas sa facture, c'est la coopérative qui fait la facture, ou le Lactalis, l'industriel privé. On n'est même pas capable de faire nos factures. Tout est décidé par l'agroalimentaire. Tout est décidé. Donc ça ne s'appelle pas être patron, tout simplement. On n'est pas chef d'entreprise. Ça s'appelle de l'esclavage. Ça s'appelle même pas le métayage. Il y a eu le métayage à une époque, mais c'est même pire que le métayage. C'est de l'intégration totale, verrouillée, en cogestion, avec le pouvoir politique et le pouvoir syndical. Pourquoi le pouvoir politique? Parce que n'oubliez jamais que les politiques financent les syndicats. Via le résultat des élections chambre d'agriculture, les syndicats sont financés par les politiques. Les syndicats sont sous perfusion, sont financés par les politiques. Donc, par définition, le syndicat ne va pas se fâcher ni avec le politique, ni avec l'agroalimentaire, puisque tout ça, c'est en cogestion. Les gens sont financés par leur mandat dans les coopératives, privées ou coopératives, c'est pareil. Des choses simples que vous pouvez aller vérifier aussi, quand il y a des congrès des jeunes agriculteurs, Jean-Paul Bigard donne de l'argent. Il verse des fonds pour le congrès des jeunes agriculteurs. Donc, quand vous avez de l'argent qu'un industriel, le numéro 1 de l'abattage en France, M. Bigard, donne de l'argent à un congrès syndical, ben c'est fini, vous n'êtes plus indépendant, vous ne pouvez plus parler d'indépendance. Vous n'allez pas aller manifester chez lui ici, vous allez manifester, vous faites semblant de manifester. C'est un semblant de manifester, parce qu'il faut faire voir aux troupes qu'on est encore là. Mais tout ça, c'est de la flûte, tout ça, c'est du pipeau, tout est pipé d'avance. Alors les seuls qui arrivent à couper à ça, je vous avais parlé qu'il fallait faire des propositions, il y a des modèles qui marchent, c'est les circuits courts. Alors vous allez me dire, tout le monde ne vivra pas en circuit court, non. Mais c'est les fermes, alors bio ou pas bio, il y a des gens qui transforment, ou des gens qui ont été vers des systèmes autonomie totale. Moi j'ai des amis qui sont partis dans la transformation en lait, ils sont ouverts à faire des débats, bizarrement, la Chambre d'agriculture refuse les débats. Il y avait un débat qui était prévu il n'y a pas très longtemps, avec un de mes copains qui transforme, qui se prélève 3 000 € par mois net par personne sur l'exploitation, 3 000 pour lui, 3 000 pour sa femme, alors que nous on est à moins de 1000, vous le savez. Hein? Et ben le débat il n'a pas été au bout. Parce que la ferme des 1000 vaches qui devait venir témoigner avec un autre agriculteur, ils ont refusé la confrontation. Parce qu'il avait peur qu'on démasque le système. Parce que le système, il ne faut pas le perdre de vue, c'est de faire tourner les boutiques autour de nous. C'est de vendre de l'aliment, l'agro-business, les semences et tout. C'est la raison pour laquelle tous les circuits courts, toutes les fermes, les petites fermes qui travaillent en direct, ça ne faut pas en parler. Parce que ça fait vivre personne. À terme, ça va tuer les responsables syndicaux. Ils ne pourront plus faire des réunions pour organiser la réunion, parce qu'on n'aura pas besoin d'eux, on pourra s'en passer de ces gens-là. Donc ça intéresse personne. Donc il faut bien comprendre le cheminement. Le cheminement, il vient d'après-guerre, cogestion, syndicat, agroalimentaire, politique. Voilà. Et à partir de là, on a monté en volume de production, pas en qualité. On nous a demandé de faire du volume, on a fait du volume, on a répondu. Hein, et puis on est parti à coups de pesticides, j'en passe et des meilleurs, élevage industriel, et puis bah, maintenant on est dans le mur. Alors maintenant les consommateurs ils disent cette agriculture là on n'en veut plus, il faut freiner des cas de fer, sauf que les gens ils l'ont investi. Moi je me mets à la place des agriculteurs dans les fermes, les gars ils ont investi. Ils l'ont investi puis on leur dit demain matin les gars faut plus produire ça. Bah, c'est pas possible. Le virage fallait le prendre, faut laisser le temps de le prendre, mais les responsables c'est pas les agriculteurs, ce sont nos politiques et le syndicat. Donc je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao, bonne journée.